Aujourd'hui, on va parler de l'édition en tant que maillon essentiel de la chaîne du livre, parce que sans éditeur, la parole des auteurs n'atteindrait pas leur lecteur, et puis ces plumes de la liberté resteraient lettres mortes. Et avec deux angles différents. Tout d'abord, on va s'intéresser au contexte justement des années 70 dans lesquels ont émergé Roodpunt Verlag et les éditions Zoé. Et puis, on va parler un petit peu aussi des défis de l'édition d'aujourd'hui, parce que le monde a beaucoup changé, la situation économique des éditeurs a aussi énormément changé en 30-40 ans. Donc quels sont les défis actuels, comment durer aujourd'hui, comment rester indépendant et comment ces maisons se sont développées aussi au fil de ces années. Donc je voudrais peut-être commencer à donner la parole peut-être à Marlise Pietri pour nous raconter simplement l'émergence des éditions Zoé dans les années 70, c'était en 75, et pourquoi s'être lancé dans cette aventure un peu folle. Vous étiez complètement amateur en plus, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et c'était aussi dans cette mouvance post-68 qui est venue en Suisse romande avec un peu de retard par rapport à la France. Et donc dans toute cette énergie des idées de mai 68, une période pleine d'utopie qui a vu émerger d'ailleurs pas mal de petites maisons militantes dont pas toutes ont vécu autant d'années. Donc peut-être, voilà, comment avez-vous démarré et pourquoi, qu'est-ce qui a motivé à l'origine ce désir d'édition? Je crois qu'il faut savoir qu'un éditeur, à moins d'avoir déjà travaillé dans une maison, se lance toujours sans bien connaître la situation, sans savoir à quoi il s'attend. À cette époque, aujourd'hui c'est différent et j'en parlerai dans la deuxième partie. Donc à cette époque, on se lançait soit parce qu'on avait un oncle ou un père éditeur. La fille des éditions Ozer, Marie-Christine a succédé à son père. Et chez Payot aussi, il y a eu comme ça une transmission. Pour les autres, et pour mon expérience, qui n'était pas du tout nouvelle, les gens se lançaient par une sorte d'enthousiasme, de conviction intime qu'il y avait des courants ou des écritures qu'ils étaient capables de transmettre, qu'ils aimaient transmettre, et qu'ils devaient se lancer là-dedans, que c'était leur vie, exactement comme un écrivain se lance dans l'écriture. Et avant Zoé, moi, je me suis basée sur l'expérience à Genève de François Grunauer, qui était un militant dans les mêmes groupes que moi avant 68, parce que nous avons tous fait des années de syndicalisme étudiant. 68, c'était l'écume sur la vague, c'était la déferlante. Mais ça faisait des années que nous militions, très sérieusement. Donc François Grunauer a créé les éditions qui s'appelaient Adversaire et a fait exactement ce que j'ai bêtement copié, a acheté une offset, une machine offset, et a imprimé lui-même les livres. Je suis allée le voir imprimer. Et je me disais, c'est quand même pas mal de faire ça. Et il imprimait essentiellement des textes politiques, des textes qui étaient directement en relation avec des combats de l'époque. Et après seulement, il a commencé un peu à faire de la littérature. Il a d'ailleurs participé à la collection CH. Et à ce moment-là, il a quitté le nom de Adversaire et il s'est appelé Grunauer. Voilà. Et c'était lui, mon modèle. Et en même temps, je connaissais l'existence, par des rencontres fortuites, de petites maisons de poésie dans le sud de la France où ils imprimaient eux-mêmes. Alors simplement pour expliquer pourquoi imprimer, nous avions ce syndicalisme étudiant derrière nous et la critique de la division du travail. Pour nous, c'était totalement faux de diviser le côté créateur, gestionnaire, pratique. Il fallait que les choses soient unes. Nous critiquions énormément la formation universitaire de ce que nous appelions des crétins compétents. Donc, nous allions être autres et nous allions tout faire. Et nous avons rejoint un rêve qu'ont réalisé, je crois, certains écrivains dans le passé, d'avoir un atelier où tout se faisait.
Mais voilà, donc c'était pas une innovation. Et les textes, eh bien les textes n'allaient pas être comme Gronauer, des textes directement politiques. Les textes, nous étions sûrs de les trouver, nous sentions qu'il y avait des courants qui voulaient être édités et qui viendraient, donc il n'y avait aucun souci. Nous avions aussi l'exemple de Maspero en France, mais c'était une maison d'édition et une librairie dans un contexte beaucoup plus large. On ne pouvait pas ici en Suisse faire un Maspero. D'ailleurs, c'est plutôt Gronauer qui aurait été Maspero et nous aurions été je ne sais pas qui. Alors voilà comment ça s'est lancé. Et je ne suis pas cofondatrice, mais fondatrice. Les 3 femmes sont venues au bout d'1 an et demi. Et ensuite, on a fait un groupe qui a créé le catalogue pendant 6 ans. Parce que c'était dans l'air du temps. Elles ont eu envie de venir. Et puis, quel était votre premier livre publié, justement? Quel était le Alors, livre c'était De la misère en milieu étudiant, qui était un texte situationniste qu'on ne trouvait pas quand je faisais du syndicalisme étudiant et de la politique. C'était ceux qui avaient des relations qu'il avait. Alors, il se passait sous le manteau et j'ai donc publié De la misère au milieu étudiant, un texte situationniste sur la situation assez misérable de ce qu'était l'universitaire, contrairement à tout ce qu'on disait. Et on a ajouté des photos de mai 68, des graffitis de mai 68. C'est un livre qu'on a relié nous-mêmes, mais qui n'a pas tenu. Donc les feuilles partaient un peu de tous les côtés. Mais on l'a quand même très bien vendu en France parce qu'on avait des contacts qui venaient encore de la politique avec la France. Merci. Voilà. Ouais. Alors, on reviendra aussi sur différents points petit à petit au fil de la discussion. Et peut-être juste un aperçu côté zurichois, comment était le contexte en Suisse alémanique à l'époque. Il y a aussi plusieurs maisons d'édition qui sont nées dans ces années-là. Et puis je crois que Rotkund Verlag est né en lien avec le parti politique. Comment vous prononcez? P-O-C-H? POR. Ok. Oui. Alors peut-être expliquez-nous un petit peu ce contexte-là et puis la naissance d'une édition liée clairement à un organisme politique. Oui, moi malheureusement je ne suis pas un témoin personnel comme vous, Malice. Je suis depuis 10 ans, je suis en Suisse, mais je connais quand même un petit peu le temps. Moi, j'étais jeune dans ces temps-là, mais en Allemagne, mais je connais quand même l'atmosphère dans notre maison d'édition et je connais les gens. Alors on ne dit pas directeur parce qu'on travaille toujours en équipe, mais notre Geschäftsleiter, il est encore une personne, cette personne qui est là depuis les débuts. Oui, c'est fondé la maison d'édition Rotpunkt, ça veut dire point rouge. C'est fondé en 1976 à Zurich. Et c'était vraiment, il y avait un parti qui s'appelle POSCH, Organisation progressive de la Suisse. C'était pas vraiment, c'était un parti politique, mais un nouveau style d'un parti politique, plutôt un mouvement, il faut dire. C'était pas si organisé, si strictement comme un parti politique en général. Et c'était, je ne sais pas le mot en français, Chaotenhaufen. Alors beaucoup de gens très chaotiques qui travaillent, qui veulent aussi chercher, trouver des structures nouvelles, même pour faire un peu le travail politique. Alors c'était, la direction de ces partis a décidé de créer une maison d'édition. Et c'est bizarre, c'est déjà une contradiction parce que c'est une maison, le parti a décidé de créer une maison d'édition indépendante. Alors, c'était un groupe de personnes, 400 personnes qui ont compris cette possibilité et qui ont fondé cette maison d'édition. Et du début, c'était autonome du parti. L'idée, c'était le parti et les gens qui ont travaillé dans cette maison d'édition sont venus de l'apport. Mais ce n'était pas du tout un truc que les partis a contrôlé le programme. Et
va, et c'était au début, on a fait alors 2-3 livres par an. C'était pas une maison aussi professionnelle comme aujourd'hui, quand on travaille dans les mêmes structures, et on a travaillé à volonté. C'était l'engagement politique pour ça, et c'était l'idée de l'apport, disons la décision de fonder une maison d'édition. C'était pour attendez, c'est où l'apport? Alors pour publier ou pour faire verbreiten, diffuser des idées socialistes. Ça c'est à part ça, c'était alors on a par exemple le mouvement de la post-68 était très 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 proche au livre en général. Aujourd'hui, les mouvements politiques ne sont pas si proches au livre, à la littérature. C'est la théorie, mais aussi de la littérature. On a eu l'idée qu'on peut former une certaine conscience politique avec la littérature, avec les livres. Et c'était aussi, ça je dirais, c'est un point principal de notre maison d'édition, que c'était la solidarité avec les pays du Sud, avec l'Amérique latine. Et pour ça, peut-être le premier livre, j'ai apporté quelques livres, vous savez, pour voir un peu que les temps passent. C'était les discours choisis de 1965 à 1976 de Fidel Castro. Ça, c'est dans une version synthétisée. Et si vous voyez, après, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. C'est vraiment, même la manière de produire des livres, ça a tout à fait changé. Oui. Donc là, vous parlez, effectivement, créer une conscience en publiant de la littérature aussi. Est-ce que vous avez publié dès vos débuts aussi de la littérature ou... Non, c'était, disons, on a commencé avec des livres comme ça, mais on était bientôt arrivé à la littérature, parce qu'on a dit, même la littérature est importante pour faire une certaine conscience. La littérature de l'Amérique latine, par exemple, on a vraiment... Alors ça, c'est aussi un livre très, très tôt, on dit. Très tôt, c'est Opération Massacre de Rodolfo Walsh d'Argentine. On a fait des livres d'Asturias, Miguel Asturias, Guamaltec. On a fait... Alors, toute la littérature, la littérature gauche, c'est toujours ça, la littérature contre la dictature. Ça, c'était aussi une idée. Et ça, c'est, je dirais, c'est un schwerpunkt, un point, comment on dit, clé. Un point clé. Un point clé de notre maison d'édition. Et ça aussi, c'est un peu par hasard, parce qu'il y avait deux personnes qui parlaient espagnol, qui étaient dans ces pays-là, et comme ça, c'est établi, ça. C'est toujours comme ça. On ne peut pas se mettre à la table et dire alors on fait un programme comme ci, comme ci, comme ça. Non, ça vient avec les personnes qui sont là, qui collaborent, qui ont des idées, on discute des idées, après on dit ok, on essaie ça. C'est un peu comme ça. C'était un peu comme ça. Merci. Et puis c'est vrai que, alors, en parlant du genre d'ouvrage public, littérature ou ouvrage plus engagé, dimension sociale ou politique, Zoé, on vous connaît surtout aujourd'hui comme une maison littéraire, mais au début, vous ne publiiez pas du tout de littérature. Alors comment ça fait... Pourquoi ce choix d'abord d'emblée de publier des livres engagés autres, et puis comment ça fait petit à petit le passage à la littérature? Le livre emblématique que en fait nous cherchions, sur nous 4 qui avons fait le catalogue pendant 10 ans, il y en avait 2 qui étaient bilingues.
allemands, français, 2 qui venaient de la Suisse alémanique, donc on savait ce qui se passait en Suisse alémanique. Et le livre, je dirais, essentiel de ces premières années, c'est sorti en janvier 77, c'est Nicolas Meyerberg, reportage aus der Schweiz, hein, avec l'histoire de Ernst Hess, qui était le premier traître à la patrie, fusillé en Suisse. Meyerberg, c'était exactement l'écrivain, disons que quelqu'un comme moi cherchait à ce moment-là. Après, ça a beaucoup évolué, mais il faut quand même dire que Meyerberg avait une véritable plume, qu'il a élevé le grand reportage au niveau de l'œuvre d'art. Il avait une façon de choisir les faits. Il avait une façon de choisir les mots sans fioriture, qui crée une dramaturgie dans ses reportages qui était exceptionnelle. C'était aussi un homme engagé véritablement. Engagé, pour moi, ça veut dire qu'on risque tout. Hein? On risque son travail, et après, il a risqué... Bon, vous savez qu'il s'est enlevé la vie il y a 21 ans. Donc, il a pris des positions toujours extrêmes, mais il n'a jamais écrit un texte sans être engagé corps et âme dans ce texte. Alors c'était pour Zoé extraordinaire, peu après qu'on a commencé les 3 à 4 femmes, il y en avait une qui conseillait seulement. Autrement, il n'y avait pas de division du travail entre nous. Pareil, il n'y avait pas de directeur, il n'y avait pas de gestionnaire, il n'y avait pas de... Personne dirigeait, personne n'exécutait, tout le monde s'entendait bien. Il suffisait qu'une personne choisisse un livre pour qu'on le fasse et que personne ne s'y oppose. Hein. Alors Meyerberg, ça a été notre grand auteur, mais un peu après, on a publié Weigodel, on a publié Catherine Safonov. Et là commence toute la période où Bertil Galland avait arrêté ses éditions. Et un éditeur, il se situe toujours dans un contexte. Hein. Il y avait Bertil Galland, il y avait L'Âge d'Homme, ils étaient les deux face à face, comme ça. Il n'y avait pas vraiment de place, on voulait être absolument autonome, on ne voulait pas aller chercher des écrivains chez les autres. Donc peu à peu, notre catalogue s'est fait. Et il s'est vraiment développé en littérature, parce que bon, pour moi, la littérature, en fait, ce sont les mots qui changent le monde. Hein. C'est pas les politiciens ou l'économie, même si bien sûr elle conditionne le monde. Mais ce qui change vraiment les hommes, c'est les mots. Ok, merci. Et puis donc vous parlez de contexte, effectivement ces maisons n'ont pas surgi non plus dans un contexte qui était complètement vierge et vide de vie éditoriale. Au contraire, en Suisse, de manière générale, au Suisse romand et alémanique, je crois, il y avait toute une tradition d'édition engagée politique, où, notamment après la Deuxième Guerre mondiale et entre les deux guerres, où la Suisse pouvait imprimer, éditer, diffuser des livres et des idées qui étaient censurés en Allemagne et en France pendant les guerres. Alors, est-ce que vous voulez nous dire un mot peut-être sur ce contexte plus large, en fait, dans lequel se sont inscrites ces maisons dans les années 70, sans remonter trop au début du XXe siècle, justement après-guerre ça pourrait nous faire remonter très loin, parce que c'est vrai qu'il y a cette tradition d'immigration d'écrivains, de plumes ne pouvant publier, notamment dans les grands pays voisins en Suisse, qui ont nourri toute une activité éditoriale et typographique, donc depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe. Alors, au XXe, ça va prendre des inflexions un peu particulières. Il y a évidemment le rôle très particulier des deux guerres mondiales, qui vont nourrir des activités éditoriales de nature assez différente. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est souvent des activités éditoriales qui sont d'une certaine manière instrumentalisées par certaines propagandes pour essayer de sensibiliser l'opinion publique neutre de ce conflit, qui est évidemment le grand conflit des propagandes. Et puis, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, on a un phénomène un peu différent, avec un phénomène d'épanouissement, de création de nouvelles maisons d'édition qui vont développer des catalogues portant en grande partie sur des plumes françaises pour la Suisse romande, ne pouvant donc plus paraître en France. Et donc là, on va voir véritablement une effervescence, une recrudescence de très nombreuses maisons d'édition. Peu vont finalement être pérennisées, c'est en tout cas une minorité d'entre elles. Il y aura parmi les plus importantes sans doute la Baconnière, dont on a déjà
évoquer le souvenir, même si la braconnière renaît depuis quelque temps, donc il ne faut pas la conjuguer au passé. Mais donc, c'est une phase tout à fait particulière auquel se sont référées certaines maisons d'édition au nom de cette tradition de la pensée libre qu'il faut aussi relativiser, parce que finalement cet exil a nourri aussi des plumes vichistes. Hein. Donc il n'y avait pas seulement des pensées, l'exil de la pensée libre, il y avait également Vichy-sur-Léman, comme on l'a appelé, qui caractérise aussi cette période de la guerre et de l'immédiate après-guerre. Ensuite, on entre un peu dans une nouvelle phase avec, surtout je dirais la fin des années 50, et avec la création de maisons qui vont avoir un profil militant beaucoup plus ancré là sur les problématiques, disons, du temps présent, les questions du tiers-mondisme, les questions liées à la guerre froide. On a une petite coopérative assez mal connue qui s'appelle Connaître, assez liée à des gens qui sont proches du Parti communiste ou du POP dans le canton de Vaud, avec toute une ramification de groupes de Connaître qui font de l'animation culturelle, qui développent des activités autour de conférences, mais avec une activité éditoriale. Et puis il y a l'entreprise de la Cité, liée à la figure de Neil Sanderson. Alors c'est un personnage auquel j'ai consacré un ouvrage. C'est une activité éditoriale a priori relativement modeste, puisqu'il y a 35 titres au catalogue entre 1958 et 1967, mais qui a été extrêmement importante et extrêmement féconde. Totalement relié alors au contexte français, puisque le premier texte publié par Anderson sera la réédition du célèbre texte d'Henri Alleg, La Question, que Jérôme Lindon a publié aux éditions de Minuit en février 58, ouvrage qui a été saisi avec aussi, disons, d'une certaine manière, la collaboration du principal protagoniste, puisqu'il s'est non seulement employé à faire diffuser le livre, mais il y a ces célèbres placards, ces grandes affiches en format mondial qu'il a diffusées, disons, dans la capitale pour encore renforcer, disons, le poids de ce témoignage qui est très important historiquement par rapport à la question de la torture. Ce n'est pas le premier témoignage contre la torture, mais c'est le premier témoignage d'une personne qui a subi directement la torture et donc qui a fait passer son texte par son avocat pour qu'il rejoigne la France. Et donc le premier texte de Anderson, qui à l'époque est dans le monde de l'édition de manière un peu particulière, parce qu'en fait il est diffuseur de certaines maisons d'édition françaises, Nuit, Maspero, mais également L'Arche. Et c'est cette diffusion de certaines maisons qui, à l'époque, n'avaient pas trouvé de diffuseur en Suisse, qui va lui permettre d'entrer dans le monde du livre, puis ensuite d'entrer en contact avec Lindon et d'éditer ce premier texte qui va constituer le premier volet de son catalogue, disons, anticolonialiste, tiers-mondiste, et qu'il développera alors ensuite dans une perspective beaucoup plus ciblée autour des publications pro-chinoises, maoïstes, et qui va déboucher sur la création du Centre Lénine à Lausanne au milieu des années 60. Donc là, on entre, disons, dans une phase militante, mais qui va s'arrêter en 1967 avec l'expulsion de Suisse de Neil Sanderson, qui était lausannois, donc parfaitement intégré dans la vie culturelle, sociale, locale, mais qui était de nationalité suédoise, et un article du Code pénal permet donc d'expulser un étranger pour, entre guillemets, mener séditieuse. Et donc c'est cet article qui, disons, a permis l'expulsion d'Anderson. Alors d'Anderson, il n'est pas resté ensuite grand-chose, parce que le maoïsme, comme vous le savez, n'a pas eu ensuite un énorme écho ensuite à la fin des années 60, des années 70. Pour l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est Dmitrievitch qui a repris notamment la diffusion qu'assurait la Cité et qui lui a assuré d'une certaine manière son démarrage,
évidemment sur une ligne politique et idéologique qui n'avait rien à voir avec celle que développait Anderson. Et puis ensuite, on a la phase donc, des années 70, avec là de nouveaux acteurs. Alice Pietri on a évoqué certains, alors, qui sont davantage liés un peu à cette... encore une fois, il y a évidemment des influences avec ce qui s'est passé déjà dans ces années 60, mais qui est plutôt lié au mouvement de 68, aux nouveaux mouvements sociaux, au mouvement de nouvelle gauche. Et là, on voit apparaître des nouvelles maisons. Je trouve intéressant, disons, de rappeler le rôle qu'a pu jouer Grunauer, dans la mesure où Grunauer, c'est aussi par sa collaboration que Michel Glardon, qui avait donc fait un livre aux éditions Adversaires dans le cadre de ses activités, je dirais, militantes, dans le groupe Action Prison, que Michel Glardon a eu l'idée de créer sa propre maison d'édition, qui vont devenir les éditions d'en bas en 1976. Donc dans ces années 70, il y a véritablement un nouveau contexte, on l'a dit, nouveau contexte social, nouveau contexte politique, nouveau contexte aussi littéraire, on peut ajouter. Peu de temps avant, il y a la constitution du groupe Dalton, avec la scission de la Société suisse des écrivains, et donc aussi un certain nombre de plumes qui vont nourrir ces catalogues qui seront pas exclusivement politiques, comme on l'a vu, mais également littéraires. Oui. Ouais. Juste un petit témoignage personnel pour montrer comme le lien est intrinsèque entre l'éditeur et ce qui se passe au moment même. La question de Alleg, j'ai sauté dessus quand il est sorti, chez Riendon, aux éditions de Minuit. C'était mon premier texte politique. J'étais absolument renversée. Je connaissais des Algériens, donc c'est des textes comme ça qui nous ont formés. Voilà, donc voilà, on est obligé de rattacher chaque fois l'éditeur avec ses motivations à l'histoire qu'il a vécue. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez du lien. Effectivement, si la Cité a pu publier la question, c'était par ses liens avec la France. Marlise, vous citiez avant, quand vous évoquiez le fait que vous aviez des contacts en France avec une communauté d'idées, d'esprit, justement. Et du coup, les passerelles se faisaient relativement facilement, peut-être plus facilement qu'ensuite. Elles se sont faites plus facilement à ce moment-là que dans les 20 années qui ont suivi, où il y avait cette théorie, on n'arrive pas en France, on ne peut pas aller en France, il y a un blocage en France, on est mal écouté en France, etc. Chose donc que je n'ai jamais cru une seconde. France est particulièrement bien diffusée en France par rapport à d'autres maisons, en effet. Oui, on est très bien, ça m'a pris 17 ans, ça a pris à Zoé 17 ans, mais pour moi qui étais élevée dans cette idée-là, on faisait partie de la littérature française, de l'édition française. Enfin, disons, il n'était pas question de publier des gens qui allaient rester ici. Je pense que c'est bon aussi qu'il y ait des maisons qui restent dans un lieu et qui font autre chose. Mais avec les ambitions littéraires, les désirs que nous avions, ce n'était pas possible de ne pas faire un effort pour aller en France, où nous sommes tout à fait reconnus comme un autre éditeur. J'en profite pour glisser, parce que vous évoquiez les éditions d'en bas, qui ont été reprises par Jean Richard, et puis qui recevra le 1er novembre la distinction de chevalier de l'ordre des arts et des lettres, une distinction française justement, pour son travail qui continue à être très engagé notamment dans les sciences humaines, sciences sociales. Donc les liens restent forts c'est aussi des réseaux, des communautés d'esprit, de petites maisons d'édition en France aussi, où Jean Richard fait beaucoup de coéditions. Donc voilà, et ça m'amène à la question justement de la diffusion et de l'écho, parce que effectivement, le nerf de la guerre, c'est un peu aussi la diffusion, le fait d'être lu, le fait d'être connu, de circuler. Marlise, c'est vrai que vous avez aussi développé une activité de diffuseur petit à petit qui vous permet vous êtes distributeur de livres français et suisses en Suisse romande. C'était une nécessité en Suisse romande de sortir de ce territoire qui est très exigu. Est-ce qu'en Suisse alémanique, vous avez un petit peu les mêmes questionnements par rapport à sortir de Suisse? Est-ce que c'est aussi difficile l'accès au marché allemand ou autrichien, ou est-ce que vous avez beaucoup de contacts? Bien sûr, mais à mon avis, peut-être pour le dire avant, c'est aussi important de penser dans au moins à deux directions.
même pour la Suisse, alors la direction Romandie, direction Tessa. Et ça, quand je me suis préparée pour aujourd'hui, je suis tombée sur des livres, par exemple, ça c'est à propos Jean Richard, c'est un livre qu'on a fait avec l'édition Lombard, c'est le mouvement Suisse en mouvement, ce sont des photographies de Lausanne et de Zurich, les manifestations de l'année 70-80. Et alors, c'est pas beaucoup de textes, hein. C'est que des petits textes, mais ça, c'est une édition de langue. Et ça, je pense, on ne ferait plus. Ça, c'était une collaboration avec l'édition Nova. Et ça, c'est un peu dommage qu'on fait. Peut-être ces mouvements-là a même unifié la Romandie et la Suisse alémanique. Les mouvements étaient, dirais moi qui n'étais pas là, hein, je pense que c'était la même, ou à peu près la même. C'était les mêmes idées et c'était même une possibilité de se trouver entre les Suisses alémaniques et la Romandie. Et aujourd'hui, disons, je ne pense pas qu'on ferait un livre comme ça aujourd'hui. On fait, même avec l'édition d'Amboise et avec une maison d'édition en Tessin, Casa Grande, la littérature, la revue littéraire vice versa. Ça, c'est dans 3 langues. On publie ça dans 3 langues. Et ça, c'est une certaine collaboration, mais c'est très rare à la fin qu'on fait ça. Parce qu'il faut plutôt regarder vers les marchés allemands, alors vers l'Allemagne, vers l'Autriche, c'est ça. Et on a, bien sûr, un système, alors on a un diffuseur en Allemagne, on a un diffuseur en Autriche, on a des représentants qui visitent les librairies en Autriche et en Allemagne. Ça. Et il n'y a pas nous, peut-être on peut dire malheureusement, mais il y a même des petites maisons d'édition en Zurich qui ouvrent, qui s'installent à Berlin, par exemple. Comme il y a un bureau berlinois et on essaie de faire des contacts avec la presse, avec les publics là, pour se faire sentir, pour se faire entendre mieux en Allemagne. Ça c'est, disons, pour nous, pour dire des chiffres, il y en a des livres qui vont bien en Suisse et il y a des livres qui vont bien en Allemagne, ou mieux en Allemagne qu'en Suisse. Mais en général, on fait moitié-moitié. Même si le marché suisse est beaucoup plus petit que le marché en Allemagne, bien sûr. Hein. Le marché suisse-alémanique est vraiment très, très, très petit. Mais quand même, pour notre sujet, qu'on fait des livres, je ne sais pas, même sur la politique suisse, sur la société suisse, je ne sais pas, un livre sur les enfants volés, par exemple. Oui, c'est ça. Et ça, ce sont des sujets suisses. Ce ne sont pas des sujets pour l'Allemagne. Par contre, les livres sur l'Amérique latine, par exemple, ils se vendent mieux en Allemagne. Et on essaie toujours d'avoir un équilibre qu'on a dans notre catalogue des livres plutôt pour l'Allemagne et plutôt pour la Suisse, que les programmes se fait comme ça. Ok, ouais. Pour ça, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter encore une chose par rapport à ces collaborations. Ce qui est très très frappant pour les années 60, c'est tout le réseau international des éditions qu'on peut qualifié de tiers-mondiste, avec Maspero, avec Feltrinelli en Italie, avec Wagenbach en Allemagne. Donc là, on a vraiment des têtes de pont avec des collaborations extrêmement importantes. Ensuite, il va y avoir la tricontinentale avec des catalogues qui vont se développer de manière plurilingue, avec de nouveau des collaborations très très denses au niveau des éditeurs internationaux. Donc là, on a une phase qui est quand même très très particulière
avec une densification des échanges qui passe par certains maillons privilégiés dans différents espaces géographiques et assez essaimés. Dans les années 70, on est dans une phase un tout petit peu différente. Et là, il va y avoir, pour ces nouvelles maisons d'édition, alors plutôt suisses, des collaborations très fortes alors entre les régions linguistiques et entre notamment la Suisse romande et la Suisse allemande. Et je rappelle qu'un des premiers textes qu'a publié Michel Glardon, c'était justement une collaboration avec Rotpunkt sur un livre qui s'appelait en français « Derrière la façade », je ne connais pas son titre en allemand, qui étaient des extraits des cahiers d'atelier des ouvriers de Zurich. Et donc là, il y a eu vraiment un premier échange extrêmement fort entre Michel Glardon et votre maison. Et puis, pour revenir à Adversaire, il y a eu ce fameux volume de documents de l'histoire du mouvement ouvrier suisse, qui a été un des premiers livres publiés par l'IMAT et qui a été publié par Adversaire. Donc, des livres qui peuvent paraître, disons, dans la masse des publications, évidemment, relativement anodines, mais qui en fait ont été des socles extrêmement importants, ici également pour l'historiographie suisse, mais pour des collaborations entre les deux principales régions linguistiques du pays. Oui, c'est intéressant. Du coup, ça ouvrait effectivement un bassin de lectorat, un marché beaucoup plus grand pour cette circulation des idées. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fait pas énormément. Je sais qu'il y a l'Alliance des éditeurs indépendants, dont fait partie justement Jean-Richard des éditions d'en bas, qui encourage les coéditions aussi avec le Sud, beaucoup, mais c'est vrai que ça reste quand même un petit peu marginal. Il faut dire que le contexte est plus dur aujourd'hui, d'autant plus. On est dans une période qui a vu beaucoup de concentration, il y a beaucoup plus de différences entre des grands groupes d'édition et des petites structures indépendantes. On a une surproduction éditoriale aussi, avec de plus en plus de livres sur le marché, de moins en moins de tirages, les livres restent moins de temps en librairie, donc c'est une pression économique qui est beaucoup plus forte sur les éditeurs indépendants. Et puis, alors du coup, justement, comment évoluer, comment réussir à durer, comment s'adapter dans ces nouveaux contextes où justement les échanges se font, ces coéditions sont beaucoup moins fréquentes, où les liens avec la France, c'est vrai que Zoé, vous les avez entretenus depuis des années, et c'est vrai que vous avez accès à ce marché précieux, c'est pas le cas de tous les éditeurs indépendants. Et par exemple, voilà, donc vous, comment avez-vous réussi à pérenniser Zoé à travers toute cette évolution de ces 20 dernières années, je dirais? Bon, Bertil Gallon m'avait recommandé la coédition, moi je l'ai essayé, c'est catastrophique, l'image d'une maison. Non, on fait des coéditions, d'accord, il y a quelques livres qui se vendent, c'est très bien si on sait d'avance que le livre aura un tout petit public dans un milieu particulier qui va être informé. Mais sur le plan de la librairie et de la grande diffusion, ça ne peut rien donner. De toute façon, quand vous faites une coédition, vous avez la couverture du coéditeur de la grande maison. Donc ça ne sert à rien et ça ne vous aide pas. Disons, Zoé voulait avoir des auteurs, on voulait continuer avec Nicolas Bouvier, par exemple. Et ensuite, il y a la création de la collection d'écrivains d'autres continents, les écrivains originaires toujours de deux cultures. Mais tout ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas une présence dans les librairies en France. La coédition est tout à fait bien dans des milieux très spécialisés, mais pour la grande diffusion, c'est impossible. Donc il fallait absolument essayer autre chose. Et comme il y avait en France un petit diffuseur, il est devenu assez gros, Harmonia Mundi, qui prenait des éditeurs comme nous. Harmonia Mundi était dirigé par un personnage de la culture française très important, Bernard Coutaz, qui avait la plus grosse maison d'édition et de diffusion de disques classiques. Et sur ce même modèle, il a ajouté le livre, et lui, étant parti de quasi rien, il avait une sorte de sens et de bonnes relations avec des éditeurs qui lui présentaient un projet culturel, qui commençait tout petit et qui grossissait. Et il y a beaucoup d'éditeurs qui sont allés chez lui. Et nous avons réussi à y aller. Nous avons quand même fait antichambre quelque temps.
Mais Bernard Coutas, quand on arrivait finalement à le rencontrer et à discuter, il écoutait ce qu'on avait à dire et il nous incitait toujours, il nous motivait, il nous réunissait tous et il nous disait mais qu'est-ce que vous faites quand vous allez à Paris? Vous voyez qui? Comment vous prenez vos rendez-vous? Qu'est-ce que vous leur dites de mieux que les autres, hein, que vos concurrents? Enfin, vous voyez, on était un peu stimulés. Non, mais tout ça pour dire que c'est une voie à part, mais que bon, c'était pas possible de faire un catalogue vraiment littéraire si nous ne faisions pas ça. On ne pouvait pas non plus publier quelqu'un comme Mathias Choquet et lui assurer la meilleure diffusion possible en France et beaucoup d'autres, de Suisse alémanique. Et puis, est-ce qu'on Suisse alémanique tout à fait. Beaucoup d'autres. Donc, c'était pas possible, on l'a fait. Il y a plus que la moitié du chiffre qui est fait en France. Maintenant, Caroline Couteau pourrait peut-être rectifier sur maintenant, je ne sais plus les chiffres. Mais c'était le but d'être considérée comme une petite maison littéraire, enfin une maison qui a une politique d'auteur, qui suit ses auteurs, contrairement aux grandes maisons que je ne nommerai pas, voilà, qui tient à ses auteurs. Et c'est ce jeu-là que nous avons joué. Et ça a quand même marché. Et puis c'est vrai qu'en Suisse, les différents marchés du livre en Suisse, justement, sont très différents selon la région linguistique, puisque la Suisse romande est très liée à la France, elle dépend beaucoup du marché français, Suisse alémanique de ses voisins germanophones. Donc est-ce que la situation en Suisse alémanique pour les maisons indépendantes a été aussi plus difficile ces dernières années? Et puis pour vous, justement, comment a évolué Rotpunkt Verlag? Et puis qu'est-ce qui a fait que que vous êtes toujours là et puis que vous avez pu pérenniser et professionnaliser, la structure? On a même survécu les parties. Quelle idée, je ne sais pas, dans les années 90, je pense. Et nous avons survécu ça. Oui, sont les grands pas et les petits pas, je dirais. C'est, disons, un pas peut-être structurel, si vous voulez. On est plus une coopérative. Ça, c'était les débuts. On était un coopératif, mais une société d'action, on dit ça. Oui. Mais ça veut dire que, alors, on cherche des actionnaires qui payent, qui peuvent devenir actionnaires, qui payent une fois 500 francs et la rendite, c'est un livre par an où ils peuvent acheter les livres sur des conditions spéciales. Et ça, c'est maintenant, on a plus de 500 actionnaires et ça, c'est un modèle de se financer un petit à part. C'est un modèle d'être, ça s'appelle société d'action, mais c'est à la fin, c'est un modèle d'avoir une certaine soutenue de la société ou des personnes qui veulent s'engager même avec de l'argent et qui sont proches à la maison d'édition, qui connaissent notre livre, qui sont intéressés à notre livre. Ça, c'était un pas principal. Mais on a même, alors c'était avant, actuellement on a depuis je pense presque 20 ans, on a 3 colonnes, disons, du programme. C'est les livres politiques, c'est de la littérature et on a fondé aussi les lignes des livres de randonnée. Et c'est alors qu'est-ce que font les livres de randonnée dans une maison d'édition gauche, hein? Ça c'est la question. Mais c'est très facile à répondre parce que c'était la nouvelle gauche s'est transformée dans les années 80, 90 comme ça, dans un mouvement écologiste. Et vous connaissez peut-être la Alpeninitiative, Initiative des Alpes, c'était pour, une initiative contre le tourisme des masses dans les Alpes pour tout ça, pour sauver un peu l'originalité des Alpes. Et ça, c'était en Suisse alémanique, c'était vraiment des personnes très, très, très militantes, et ils sont à la fin, le premier livre c'était un livre disons politique contre Alpengrün, ça s'appelait,
contre le tourisme de masse, et on a pensé, alors il faut créer des alternatives. Il faut créer des alternatives. Comment aller dans les Alpes? Un tourisme d'une autre manière. Alors, et on a fondé cette collection de... J'ai apporté un livre de ça aussi, parce que ça s'appelle Naturpunkt, alors point nature. Et ça, c'est par exemple à pied de Genève à Pisa. À Nice, à pied, de Genève à Nice à pied. Ça, c'est par exemple des livres comme ça, sont des livres de randonnée dans les Alpes, alors en Suisse, vous savez, jusqu'à la France, en Italie, maintenant on a fait une pour la Slovénie. Alors l'Italie, Slovénie, alors toutes les Alpes, oui, on raconte des histoires, c'est ça. Et ça, c'était pour 10 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, c'était vraiment notre recette. Hein. Ça, on a eu beaucoup de succès avec ça. Alors c'était toujours, c'était pas un ersatz. Une substitution. Merci. C'était pas une substitution pour les autres livres, on a tout à fait. Mais ça, c'était quand même une colonne de notre catalogue. Et avec les temps, on a eu aussi d'autres idées. Maintenant, on fait des livres de randonnée, d'architecture. On fait des livres pour des beaux-arts, par exemple, tout ça, pour aller en montagne, pour raconter des histoires, même littéraires, ça veut dire on prend des auteurs qui ont raconté les histoires en montagne. Il y en a beaucoup en Suisse, par exemple Corinna Bie. Moi, je suis tombée sur Corinna Bie parce que j'ai trouvé un petit texte d'elle dans un livre comme ça, dans un guide de la randonnée. Et pour ça, je suis tombée sur elle. Et maintenant, on fait aussi des livres de Corinna Bie dans notre collection littéraire. Et puis, vous présidez justement l'association des éditeurs indépendants. Donc, de quoi s'agit-il? C'est une association qui met en lumière, qui promeut, qui soutient, qui fait du lobbying auprès du pouvoir public pour les éditeurs indépendants alémaniques, en fait, c'est ça? Ouais. Oui, c'est de la Suisse alémanique, parce que ça, c'est... On est en contact avec l'association même en Suisse romande, mais le travail est complètement... Parce que le marché est une autre, le monde est une autre, la langue est une autre, et ça, c'est pour la littérature, pour le livre, c'est à la fin, c'est ça qui compte. Et oui, c'est une association qui existe depuis 7 ans, je pense, là. Et on est à peu près 20 maisons d'édition, 25 comme ça. Et on essaie alors, c'est un truc même pratique, alors pour aller à Francfort, pour aller à Leipzig, aux foires importantes pour les maisons d'édition. Et si une maison est petite, c'est pas possible d'y aller à Francfort et d'avoir un stand. Alors, si on est en vente, ça fait un sens. Hein. Ça, on fait chaque an, depuis 5 ans à Leipzig, par exemple, où il y a des festivals. À Bâle, il y a un festival. On va organiser quelque chose à Vienne en novembre. Un petit festival de littérature, et même pour faire voir qu'est-ce qu'il se passe devant les coulisses d'une maison d'édition. Alors, le travail d'une maison d'édition, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a fait l'expérience que les gens ne savent pour rien. Il y avait un groupe de bibliothécaires chez nous. Alors, bibliothécaires, ça veut dire ils connaissent un peu le monde du livre, non? Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous pensez? Combien de livres on fait par an? Alors, il y avait une qui a dit 100 livres. Et l'autre a dit 5. Et ça
ça m'a montré qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est produire un livre, combien de temps, qu'est-ce qu'il faut pour produire un livre, combien de temps passe, comment on prépare produire un livre. Et on voit les produits, mais on ne voit pas tous les travaux, mais aussi toutes les stations qui se passent avant. Et ça, c'est maintenant, c'est sur notre programme de SWIPS, ça s'appelle SWIPS, Swiss Independent Publishers, faire voir ce qui se passe dans une maison d'édition. Et puis il y a eu justement, on a parlé un peu, le grand public a été un peu plus informé des dessous du monde du livre lors de tous les débats autour du prix réglementé du livre en 2012. Alors c'est vrai que ça a permis de beaucoup parler du livre, ça a permis aux politiques de s'exprimer aussi sur le soutien au livre, notamment en Suisse romande où le oui l'a emporté. Donc là, il y a eu aussi une nette scission avec les sociales alémaniques qui a voté non, donc qui montre aussi une autre sensibilité, voilà, d'autres enjeux. Et donc, ce refus du prix réglementé a eu pour effet positif collatéral, on pourrait dire, de sensibiliser aussi les pouvoirs publics à cette question et de stimuler les soutiens aux livres. Donc c'est la première année, cette année, où le Conseil fédéral, dans son message de la culture, mentionne le soutien aux éditeurs comme organisme culturel, alors qu'avant ils étaient uniquement considérés comme des entrepreneurs, et donc le libre marché devait régler le... Enfin voilà. Et donc ça c'est important aussi. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est l'importance du soutien des pouvoirs publics dans l'existence, dans la pérennité aussi de maisons indépendantes? Est-ce que sans ces soutiens-là, est-ce qu'il y a des textes que vous pourriez publier sans ces soutiens des pouvoirs publics? Peut-être Marlise? Oui, mais c'est là que la situation d'aujourd'hui ne peut pas être comparée à celle des années 70. Non, tout à fait. Ouais. Parce que là, nous sommes dans un contexte depuis quelques années où l'édition, où tout ce qui tourne autour du livre est extrêmement professionnalisé. Vous pouvez faire un master en édition, pas encore en Suisse, mais à Paris. Et il y a des gens qui le font à Paris et qui viennent ensuite travailler en Suisse. Hein. On peut donner des cours dans ce master d'édition. À Bienne, il y a une école maintenant pour écrire et il y a une école pour traduire. On peut penser ce qu'on veut, mais c'est absolument certain que tout ça se professionnalise. On soutient davantage des lieux, même s'il a fallu beaucoup lutter pour ce lieu, peu à peu, on reconnaît que ces soutiens sont nécessaires. Avant, c'était plutôt des soutiens occasionnels, hein, mais pas à des structures. Mais en France, il y a beaucoup de lieux qui sont régulièrement aidés. Il y a autre chose qui est très professionnel et qui a changé, c'est que les libraires reçoivent 1, 2, 3, 4 fois par semaine des rencontres autour des livres qui sont publiés. Dans toute la France, c'est comme ça. Et ça commence à être comme ça à Genève parce qu'il y a un soutien depuis l'année passée. Donc il est certain qu'on est dans une meilleure situation, moi je pense, du point de vue de la liberté des écrivains à écrire et de la possibilité pour les éditeurs à éditer. Il n'en faut pas moins un travail et surtout une foi déraisonnable, mais on est dans un autre contexte, voilà, qui est plus favorable. Est-ce que c'est le cas aussi en Suisse alémanique où le prix réglementé a été refusé, où on avait l'impression, vu d'ici, que la sensibilité était davantage à se méfier de l'intervention de l'État, justement, dans l'aide aux éditeurs? Est-ce que les soutiens existent? Est-ce que les soutiens sont importants aussi et se développent? Bon, la Suisse alémanique est la tradition des rencontres littéraires et des lectures depuis beaucoup plus longtemps que la Suisse romande, donc c'est vrai que c'est une manière de rendre visibles les auteurs et les textes. Mais est-ce que pour l'éditeur, en fait, est-ce que les soutiens publics existent et ont augmenté ou sont adaptés justement à la nouvelle situation économique? Les soutiens publics ou les soutiens financiers? Les soutiens des pouvoirs publics, les soutiens financiers. Oui, j'ai pas vraiment compris. Vous pensez au festival ou... Non, je pense aux aides à l'éditeur. Aux aides, oui, bien sûr, c'est très important. On ne pas survivre sans ça. Alors, sont surtout les traductions qu'on fait. Ça, c'est très, très cher. C'est pas on achète toujours une licence. Ça, c'est pas... Normalement,
pour notre livre, ce ne sont pas des sommes énormes, mais la traduction, ça mange vitement 10 000 livres. 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs, oui, ce sont des sommes énormes on ne gagne pas avec un livre, parce que oui, on fait. Oui, et on fait et on veut faire ça. Par exemple, les traductions de la littérature aussi romande, ça c'est un livre de Pascal Kramer, qui est genevoise, disons. On va publier un livre qui est chez Zoé et Catherine Safonov, les nouveaux livres d'elle, ça va être publié en printemps. Et sans cette soutenue, ça ne marche pas. C'est aussi, disons, c'est une certaine force, il faut une certaine force pour placer les livres dans les librairies, dans les marchés, avec des lectures, pour faire la promotion que par exemple un auteur comme Pascal Kramer, que je trouve personnellement très fort, mais pour la faire accepter ou pour la faire en Allemagne ou même en Suisse alémanique, c'est très 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 difficile. Est-ce que vous êtes, je peux poser une question à Daniel, est-ce que vous êtes d'accord que, en tout cas c'est ce que j'ai vu, les chiffres dans le budget d'un livre, l'imprimeur est beaucoup moins cher que la diffusion et la promotion. La promotion est excessivement chère, il faut que quelqu'un y travaille pendant des semaines et des semaines, et ça demande après des voyages, des accompagnements, enfin ça ce sont les grands budgets actuels, plus que le budget d'imprimeur qui a un peu diminué, parce que malheureusement on a exporté l'impression, mais enfin Zoé a dû le faire en 2009, c'était quand même très tard, ou en 2007. Mais actuellement, le gros budget, c'est la diffusion. Voilà. Et si on ne fait pas de diffusion, eh bien, le livre ne se vend, n'a aucune chance. Et même des fois, avec beaucoup d'efforts, il se vend très peu. Seulement, l'écrivain aura avancé dans son propre nom, aura pris du terrain. Il faut quand même voir ça. On avance, on couvre des terrains. Si on a quelque chose à Pau ou à Toulouse ou à Strasbourg, même s'il y a un petit article dans le journal, il y a une rencontre, eh bien l'écrivain est content, il a un peu avancé, il pourra se baser là-dessus après. Donc en tout cas, Zoé croit beaucoup à ça et continue, mais ça demande un budget énorme. Ça c'est beaucoup de travail. Oui, en termes de travail. Et ça, c'est aussi beaucoup plus difficile d'une fois, parce que même les journaux, ça, vous savez tout, qu'ils n'ont plus de place pour la critique littéraire. C'était une fois, alors on a fait, je ne sais pas, 10 livres par semaine, et maintenant on fait 2-3. Alors sont les livres des petits paysans qui ne sont plus acceptés ou plus vus. Ça, c'est vraiment un très grand problème. Ça, c'est un problème, effectivement. Vous vouliez juste réagir? Oui, juste par rapport à cette question aussi des politiques publiques, évidemment que c'est un enjeu qui est de plus en plus important, aussi par rapport à ce type de maison d'édition qui, encore dans les années 70-80, était organisée autour d'une structure type coopérative, avec un réseau de souscripteurs, avec des gens qui étaient véritablement attachés à la production d'une maison. Et ça, même si évidemment le lecteur garde quand même des attaches avec un catalogue, mais disons, il n'achète plus simplement en fonction exactement. Donc maintenant, il fait ses choix quand même sur un spectre beaucoup plus général et en fonction de critères beaucoup plus larges. Donc cette question du subventionnement public est très importante. C'est vrai que les choses bougent. Au niveau du message culture, on voit que maintenant le financement aussi de la chaîne du livre se fait sur ces différents échelons, et je pense que c'est quelque chose d'assez important. Restera encore la question, et je pense que c'est important pour vous, mais également pour Zoé, quel est le type d'édition que l'on soutient, car souvent le soutien de l'édition est encore souvent lié au caractère littéraire des publications.
Et justement pour un livre, pour le livre d'essai, pour le livre historique, même s'il y a des canaux spécifiques qui peuvent être mobilisés pour ce type de livre, parfois, en fonction en tout cas de certains cantons et en fonction de certaines instances subventionnantes, c'est plus difficile. Donc là aussi, on est en train de retravailler par rapport finalement au type même d'édition que l'on veut soutenir en essayant de la prendre dans une définition qui soit la plus large possible. Ouais, c'est un des nombreux défis avec le numérique notamment. Et je voulais juste revenir peut-être sur la question de la presse et puis de l'invisibilité parfois de certains titres. Puis après peut-être je vous laisse la parole pour quelques questions. Oui, c'est vrai que cette surproduction, enfin cette économie du livre qui a évolué, qui est beaucoup plus violente, on pourrait dire, et où il y a vraiment une production de livres beaucoup plus grande qu'il y a 10, 15, 20 ans. En parallèle, la presse, effectivement, réduit ses pages de critiques parce que c'est pas très vendeur, c'est trop intellectuel, etc. Et ça crée, est-ce qu'on pourrait parler d'une sorte de censure par le silence, d'une part à l'abondance de livres, c'est impossible de tout suivre, et d'autre part aussi à justement des impératifs de sujets plus ou moins vendeurs, donc typiquement dans les sciences sociales, politiques, humaines, voilà, c'est pas forcément des sujets légers ou faciles ou divertissants, et peut-être ça va l'entendre, vous avez une vision de ça peut-être plus globale, je sais pas, ou est-ce que vous avez été confronté peut-être à ce genre de censure par indifférence? C'est une question globale. On ne peut pas dire que c'est un certain journal la censure. Ça, c'est jamais ça, c'est pas vrai. Mais en général, c'est la tendance que les gens ne s'intéressent plus aux choses un peu plus ou littéraires ou à la théorie, à la discussion. Et ça, c'est une tendance en général. Vous connaissez toutes 20 minutes, des choses comme ça. Même la presse est en crise. C'est une crise même des consciences en général, je pense. Et il faut aussi, si on a fait notre maison d'édition au début, on a fait les livres d'un certain engagement politique. Aujourd'hui, on a aussi l'idée d'une certaine mémoire. Alors il faut rester une mémoire parce qu'on a l'impression que ni la presse, ni qui tient un peu les mémoires des choses qui sont passées et qui sont quand même, on trouve intéressantes. Alors c'est comment tenir la mémoire. Ça c'est une question. Si la jeunesse ne s'intéresse pas, comment faire ça? Si la société ne s'intéresse pas, et on peut dire à la fin, ça n'existe pas, la jeunesse s'intéresse, il faut trouver les chemins à la jeunesse, et comment trouver ce chemin. Alors ça sont des questions qu'on se demande, et c'est pour nous c'est très difficile que la presse n'a plus d'espace pour des discussions littéraires, disons. Mais à la fin, par exemple, en Suisse alémanique, c'est la NZZ, vous connaissez ça, et ils ont toujours des places. C'était par exemple pour les prix Nobel, aujourd'hui c'est le 3e article sur ça. Okay. Mais je trouve intéressant parce que ce sont trois opinions, un peu autres perspectives spéciales. Mais même s'il y a un grand article très positif dans la NZZ, pour nous ça aide presque rien. Oui, c'était une fois, c'était comme ça qu'on a vendu, je ne sais pas, 100 exemplaires ou 200 pour un article dans la NZZ. Aujourd'hui, on vend 10, c'est plus prescripteur, comme ça. Ça a changé, beaucoup changé. Juste très rapidement pour montrer aussi un petit peu, c'est vrai, ces nouvelles formes quand même de censure. Je rappelle que j'évoquais ce recueil de sources de l'histoire du mouvement ouvrier au début des années 70. Il faut savoir qu'avant qu'il ne soit publié par l'IMAT, en fait, ce recueil devait être publié par Hubert,
Et là, il y a eu une intervention directe à la fois de 2 professeurs d'université, de l'université de Zurich, relayée par des politiques sur la maison d'édition pour lui dire que finalement ce livre n'était pas absolument indispensable à son catalogue. Donc là, il y avait vraiment une intervention directe et c'était encore quelque chose qui était possible, disons, dans ce contexte-là. Je pense que ce serait assez difficile si maintenant le conseiller d'État de Zurich prenait son téléphone et disait à Rothpunkt, écoutez... Ça serait très intéressant. Ça serait très intéressant. Je pense que vous en feriez le meilleur profit. Mais plus insidieuse, j'y pense par rapport à ce volume, parce que c'est le petit volume publié par Attac sur Nestlé. Et là, c'est les éditions d'en bas qui ont notamment relayé ce texte, et il y a eu un blackout complet de la part de la presse romande, et un certain nombre de journalistes ont dit clairement à Jean Richard, écoute, le rédacteur en chef est absolument intransigeant, il n'y aura pas de compte rendu de ce livre. Donc, voilà. Moi, je voudrais juste dire que je ne suis pas du tout d'accord avec le mot censure. On est dans le mot, c'est pas une censure, c'est que la presse va extrêmement mal. C'est que tous nos relais habituels de pensée ne sont plus valorisés. C'est une crise de société. Mais en tout cas, je ne sens pas du tout qu'il y ait quelque chose particulièrement contre l'édition, contre le livre ou contre la littérature. Il faut vraiment garder à l'idée qu'on peut arriver à quelque chose. Il n'y a pas de... C'est pas de la censure, c'est un changement tel de... Dans l'idée de la difficulté à... Effectivement. Mais c'est la crise. Oui, disons, c'est carrément un changement total de modèle de société. On passe d'une grande, ce qu'on appelle en histoire les longues durées, à une autre. Dans cette nouvelle longue durée, tout sera différent. Mais je dis beaucoup ça pour maintenir quand même la volonté de faire passer les textes, parce que je crois que vraiment c'est possible. Et que les écrivains n'ont pas à trop s'en faire, sinon à travailler énormément. Leur style, leur texte, ce qui est eux, quoi, le plus profond, leur voix propre, voilà. Parce que ce qu'on recherche, c'est des voix propres. Moi aussi, j'ai encore de l'espérance, parce que très intéressant est que eux qui viennent de l'université, les jeunes, alors ils sont les bachelors, après les bachelors ils cherchent une place pour faire un stage, on fait des stages deux fois par an, comme ça, on travaille avec des stagiaires, et ils sont très engagés, très enthousiastes, et ça m'intéresse, et ça me plaît beaucoup ici, et ils sont très intéressés dans la manière de travailler, et discuter sur les sujets des livres, et ils disent alors à l'université on n'a pas fait ça, mais ça. Alors on sent une certaine intérêt, un certain même enthousiasme dans la jeunesse, je dirais, mais c'est difficile à trouver ou à exprimer. Ça, c'est de la crise, mais je ne pense pas que c'est la fin. On n'est pas encore. On espère encore. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir ou de poser une question? Oui. Alors Nathalie et puis après Madame. Moi j'ai l'absent dont on a pas mal parlé, Jean-Richard, il sera là demain avec 2 petits auteurs, Irina Krishna et Jérôme Maison, pour ceux qui ont envie de poursuivre la discussion. Et puis sinon j'avais une question pour les éditrices sur la question de la réédition. Vous avez parlé beaucoup de textes qui étaient en lien avec l'actualité, d'autres qui étaient de l'ordre du témoignage et de l'histoire. La littérature, ça dure a priori un peu plus facilement. Quelle est la place de la réédition aujourd'hui dans vos catalogues? Est-ce que c'est quelque chose d'important ou c'est quelque chose de marginal et une fois que c'est imprimé Réédition, ça veut dire faire publier un livre après 20 ans de la première édition, c'est ça. Ça, on a fait par exemple actuellement avec, je ne sais pas que vous connaissez Jörg Steiner, c'est un auteur de Bienne qui est mort, ça fait 2 ans. Et ça c'est, disons, on le fait, mais très rarement. On cherche
par exemple, ça, j'ai apporté le livre de Victor Serge. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur-là. Il est un révolutionnaire anarchiste en l'Union soviétique, on dit, après. Et il est mort à Mexico. Il fallait fuir de Marseille à Mexico. Et il est mort dans les années, je pense, 49, comme ça. Et il a écrit des romans, mais ça, c'est la première traduction. Il a écrit en français, et c'est la première traduction qu'on fait. Ça, on cherche un peu des découvertes. Alors, c'est pas le premier livre de lui, mais il a écrit, je pense, 8 romans. Et ça, c'est le deuxième qui a été publié en allemand. Et ça, c'est quelque chose, oui, une découverte. Ça, on cherche vers. Mais de temps en temps, on fait des rééditions, mais c'est pas... Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, Marlise, mais c'est aussi, disons, quelquefois on dit que c'est très facile de chercher quelque chose sans une nouvelle traduction. Ça, c'est aussi un peu le problème, que si les traductions sont vieux, c'est pas beaucoup la langue d'aujourd'hui. Il faut faire une nouvelle traduction. Ça, c'est un investissement. Ouais. Et ça, c'est déjà la question. C'est pas si facile de dire. Alors, on refait le livre après 20 ans, mais la langue, au moins pour les traductions, ne fonctionne plus. Je sais pas. Oui, ben chez Zoé, il y a la collection de poches, mais ça vous en est aussi peut-être. On peut faire des choses qui sont tombées dans l'oubli, mais ne nous faisons pas d'illusions, ce ne sont pas des collections qui marchent. C'est ça. C'est parce qu'il faut être un très grand éditeur et couvrir énormément de terrain pour avoir des éditions de poche qui marchent. De temps en temps, on a pris un texte de Claude Delarue qui avait totalement disparu, l'écrivain genevois, et on a fait en édition originale un de ses livres, très très difficile. Il faut vraiment une occasion, un contexte. Alors bien sûr, les traductions, les nouvelles traductions, on va peut-être reprendre des livres sur lesquels les droits sont libres, de l'allemand, comme... Henri Levert, ce sera retraduit et on le publiera. Mais c'est sûr que c'est une grosse entreprise. Donc, et à part ça, on essaie toujours de garder le livre présent, surtout pour la collection Mini-Zoé. Pour les autres, c'est pas toujours possible. Et puis aujourd'hui, il y a quand même la plupart des livres qui sont numérisés. Ça ne rapporte strictement rien, mais au moins ils le sont. Alors les gens peuvent éventuellement avoir accès aux livres comme ça. Je dirais juste encore, il faut distinguer évidemment les maisons qui sont relativement anciennes et qui peuvent capitaliser sur un fonds, et puis les petites maisons, notamment un certain nombre de petites maisons qui sont créées au cours de ces 10 dernières années, qui elles n'ont pas de fonds. Et donc il y a certaines de ces petites maisons qui ont pu, disons, essayer de se développer en utilisant la réédition. Je pense à Aérolimite notamment, qui en ont fait quelques-unes d'assez réussies, alors avec un nouveau travail éditorial, un nouvel accompagnement. Mais pour eux, c'est évidemment lié au fait qu'on ne peut pas s'appuyer sur un fonds conséquent. Oui, vous vouliez parler, oui. Après. Je vous trouve tous les trois extraordinairement optimistes en ce qui concerne le livre d'édition. Et même, Marlise, je t'ai entendu dire à un certain moment que la situation était beaucoup plus confortable ou favorable maintenant qu'autrefois. Mais vous n'avez aucun des trois n'a parlé de cet épouvantable concurrent qui est Internet pour vous. Vous n'en parlez pas, vous n'y pensez pas. Si on y pense, c'est dans le sens de notre travail, d'être capable de faire connaître des écrivains.
On ne peut pas, donc on doit être attentif à tout ce qu'on reçoit, mais ça c'est plus du tout mon travail, on doit continuer à travailler auprès de la presse, auprès des libraires. C'est pas nous qui pouvons lutter contre Internet et le fait qu'un écrivain veuille publier directement sur Internet. Ça n'a pas de sens. Ça nous prend des écrivains. Écoutez, ça on le saura dans 2 ou 3 décennies. C'est comme la concurrence entre le livre immatériel et le livre matériel. Dans 20 ans, on en saura un petit peu plus. Pour le moment, c'est 1-2%. Dans les pays où ça se vend le plus, c'est 8-9%. C'est tout. Même au Japon, pour le moment, c'est un pur investissement. Non, nous sommes quand même des entrepreneurs. Il faut voir ce qu'on peut faire. On n'est pas des intellectuels qui peuvent juger. Parce que ça, on s'arrêterait complètement. Donc, bien sûr, je peux dire c'est horrible, Internet, et puis Amazon, alors n'en parlons pas. Je vais prendre mon fusil et aller descendre tous. Parce que là, ils nous ont vraiment gâté le marché les 10 dernières années. Mais notre raisonnement est plutôt de ce qu'on fait. Donc Zoé fait ses livres sont numérisés. Voilà. Ça, je pense non plus que c'est une concurrence, c'est une autre possibilité de publier, ça s'appelle même self-publishing, mais on connaît, ou les auteurs qu'on connaît, nous, je pense, ils apprécient beaucoup la manière de notre coopération. Ils ont besoin d'une personne qui lit les textes et on peut discuter, et ils se trouvent en crise, il faut les consulter, tout ça. Hein. Alors ça, c'est même davantage de notre petite maison d'édition, on est très proche aux auteurs, et il y a vraiment une relation, et on participe même à l'évolution du livre, à l'évolution du roman. Et ça, si on connaît ça un petit peu, on ne peut pas s'imaginer qu'un auteur écrit son texte et le met sur l'Internet. C'est pas la même chose. D'autant plus que sur Internet, il y a tellement de choses que c'est complètement noyé dans une masse. Et pour le lecteur ou le journaliste, c'est impossible de tricher. Tandis que l'éditeur, il y a quand même une validation d'un travail, il y a quelque chose de très fort symboliquement aussi. Il y en a de temps en temps, il y en a des grands succès. Il y en a un, je crois, en Amérique. Ça fait peur à tout le monde. Il n'a pas été aidé par son éditeur et pour il a du succès. Je ne sais pas comment, mais ça arrive, mais c'est quand même c'est une exception. C'est pas normal. C'est pas la règle. Oui, c'est pas la règle, c'est ça. Je dirais juste aussi que moi, je raisonne, pas seulement en tant qu'analyste, mais aussi en tant qu'auteur. Donc il y a eu un débat peut-être que vous avez suivi par rapport aux nouvelles directives du Fonds national de la recherche scientifique, invitant les chercheurs finalement à justement publier eux-mêmes leurs travaux, et puis d'une certaine manière à ne favoriser plus que l'édition électronique. Et puis il y a eu une forte mobilisation de la communauté des chercheurs en disant non mais nous avons besoin de partenaires éditoriaux pour faire connaître nos textes, pour nous aider également à les diffuser dans de bonnes conditions, à faire le travail éditorial nécessaire. Et je trouvais que c'était tout à fait révélateur, disons, de cette relation qui reste encore privilégiée entre l'éditeur et l'auteur pour l'élaboration, la diffusion des textes. Mais voilà, encore une fois, on essaye de ne pas avoir non plus une vision totalement naïve, mais je ne crois pas que c'est en effet en termes de concurrence qu'il faut le voir. Oui, j'ai été très frappée par ce que vous avez dit du déplacement vers l'écologie de l'édition de gauche. Et je suis en train de me demander si la gauche en ce moment n'est pas en train de rater le train dans l'autre sens, parce qu'il me semble qu'au niveau des jeunes, il y a une véritable demande au niveau du sens, au niveau des idées, au niveau de l'engagement. Quand on est dans les universités en France, actuellement, on voit les affiches partout du mouvement révolutionnaire communiste. C'est hallucinant, ça couvre absolument les locaux. Il y a quelque chose comme une demande d'engagement tous azimuts, de changement de société, de sens. Et il me semble que la gauche socialiste, ou que peut-être même des maisons d'édition qui se voulaient de gauche, sont en train de ne pas proposer
peut-être de nouveaux textes, de nouvelles matières à penser. Et il n'est pas si évident que ça, quoi qu'en dise évidemment le monde économique, quoi qu'en dise la presse, etc. Il n'est pas si évident que ça que les jeunes n'aient pas envie de matière à manger pour penser et pour refaire le monde. Il me semble. Oui. Alors justement, depuis cet été, il y a eu aussi Stéphane Hessel, bien sûr, le succès incroyable de Hessel. Et puis cet été, il y a eu, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont repassé les émissions de celui qui fait la philosophie pour tout le monde. Onfray, Michel Onfray. Et tout le monde a réécouté ces émissions sur le nazisme, sur Hannah Arendt, sur Heidegger, sur la pensée qui dérive, qui se perd. Et donc, c'était incroyable le succès de cette réédition des émissions de Onfray. Et tout le monde, hein, dans le milieu universitaire, comme chez les jeunes, comme chez Monsieur Madame tout le monde. Et je me dis, il y a quelque chose qui se rate là, me semble-t-il. Il y a vraiment une demande. Et je pense qu'on pourrait y croire, non pas du tout de façon forcément orientée politiquement, mais un débat d'idées offrées. Et par exemple, Rancière, quelqu'un comme Rancière en France, est quand même un penseur qui fait avec des jeunes, qui vraiment entre en matière sur la discussion ici, maintenant, de l'engagement le plus radical, avec une pensée extrêmement intéressante. Et il est suivi, en tout cas par des petits groupes. Donc voilà, je me dis, c'est pas si désespéré que ça pour la pensée, si on y croit. Mais si on lâche et qu'on décide qu'il n'y a plus que la nature à sauver, je pense que les jeunes ils vont exploser dans tous les sens. Ils vont goûter le feu là. Oui, parce que non, je trouve très intéressant et très. Et c'est pas qu'on fait que des livres d'écologie. Hein. On a fait juste. C'est le déplacement, il faudrait peut-être remettre. Oui, c'est Printemps, un livre de Stéphane Hessel pour la Palestine et oui, là c'était vraiment aussi pousser un oui, mais ça c'est une idée, je dirais, où il faut confesser, c'est ça, que, disons, c'est aussi une question des générations. Ça veut dire, nous avons, moi je ne suis pas la plus jeune, mais presque la plus jeune dans notre maison d'édition. Ça veut dire qu'il y en a des personnes qui sont là depuis les débuts. Et c'est pas, ils n'ont pas ils ont un grand réseau des auteurs, bien sûr, après le temps. On a un certain réseau, on a trouvé ces sujets, mais c'est quand même difficile pour cette génération d'être en contact avec, disons, les jeunes ou de s'imaginer à quelles questions les jeunes sont intéressés. Ça, c'est un petit peu, ça c'est peut-être maintenant la maison d'édition Zoé, dans le Nouvellement. Et ça, c'est, disons, ça c'est une question très intéressante aussi, les maisons d'édition et la génération après, qui vient après, parce que vous savez tout qu'il y en a des grands éditeurs, mais ils ne savent pas de transmettre la maison dans les autres mains. Et ça, je trouve très intéressant et je porte avec moi à Zurich parce que oui, j'ai pensé ça et je vois le train qui passe. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Moi, je vous rejoins sur le constat de la demande, mais il y a une offre. Je vous renvoie au livre très intéressant de Sophie Noël sur l'édition indépendante critique, qui est sorti évidemment alors pour l'espace français il y a 2 ans, où elle fait un peu une cartographie de cette édition indépendante critique et où elle montre que finalement depuis la deuxième moitié des années 90, avec notamment l'impulsion de Bourdieu et de sa collection Raison d'agir. Alors bon, Raison d'agir n'a pas eu le rayonnement que son principal protagoniste lui souhaitait, notamment dans sa dimension internationale extrêmement ambitieuse,
mais cela a nourri toute une série d'initiatives assez similaires avec des petits livres, petites collections, textes relativement courts, bon marché et sur des questions politiques extrêmement fortes. Et là, elle décline. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Et donc, je rejoins, disons, tout à fait votre remarque, mais en disant, il y a quand même une offre. Il y a quand même une offre qui existe. Et elle est même assez dense en France, oui, et c'est peut-être pour ça que... c'est peut-être pour ça que pour les éditeurs suisses francophones, c'est relativement difficile, parce que ce marché, qui est quand même pas immense, il est quand même occupé par un certain nombre de maisons. Peut-être une dernière question, parce que vous aviez levé la main, puis après, je crois qu'il faut... Non, c'est bon. D'accord, ok. On voit qu'on dépasse l'heure. Non, on veut la question. Si. Ah, d'accord, ouais. Parce qu'il y a quand même un travail d'édition. Quand on regarde dans le monde anglo-saxon, il y a simplement une version papier et une version électronique. Et moi, je trouve ça formidable, le e-book. C'est ce que vous faites à présent, oui. C'est pas l'auto-édition, n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet, mais c'est simplement une nouvelle forme. Oui. Et c'est d'autant plus nécessaire que les libraires maintenant préfèrent recevoir le programme sous forme de e-book. Parce que quand ils voyagent, ils peuvent lire 3-4 livres ou plus. C'est les libraires qui en souffrent, ce ne sont pas les libraires. Oui, mais les libraires les utilisent aussi, ils ne sont pas du tout fermés. Ils les utilisent pour apprendre à connaître les nouveaux livres. Je ne sais pas comment c'est en Allemagne, en tout cas en France, les libraires que je connais, ils reçoivent à la fois les livres, mais s'ils vont en voyage le week-end, eh ben, ils prennent 4 ou 5 livres sur leur tablette et puis ils les lisent. Donc il n'y a pas du tout une opposition comme on croit. C'est une évolution qui se fait. En revanche, alors, dans le monde de l'édition académique en sciences humaines, c'est là où il y a un bouleversement incroyable. Parce qu'on n'a plus les moyens de publier les grosses thèses avec 50 pages de notes. Vous parliez du Fonds national de développement, il veut plus soutenir la version papier, tout simplement, que tout doit être en open access sur Internet. Là, quand on entend des maisons comme Draw ou Slatkin crier misère, ça paraît dramatique. C'est fascinant d'ouvrir Internet et puis d'avoir une thèse qui défile. Dès qu'on a besoin d'une thèse, de l'avoir là à disposition, c'est génial. Il faut reconnaître le travail intellectuel, c'est génial. On va conclure, on va clore plutôt. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis merci à vous trois. Oui, non, malheureusement, c'est vrai que c'est une discussion très intéressante et qui pourrait se prolonger encore des heures. Peut-être si vous voulez poursuivre la réflexion, sachez qu'au rez-de-chaussée, nous avons différents ouvrages qui ont été évoqués ici, dont le dernier de François Valeton, justement sur la situation du livre. Qui parle du numérique. Je crois que je comme ça, voilà, à la suite. Et également l'ouvrage de Maryse Pietri sur son aventure éditoriale. Oui, qui est très vieux. Puisque je suis vieille, elle est très vieille. Voilà. Et puis, nous avons donc vu ici ce côté, on va dire, très important de la chaîne du livre qui sont les maisons d'édition, mais comme ça a été évoqué aussi là, l'autre point important, c'est la critique littéraire. Et sachez que le 21 novembre, ici, donc, aura lieu une rencontre autour de la critique littéraire avec différents critiques de tous médias, presse, papier, radio, etc., et qui seront là aussi pour dialoguer avec les auteurs. Donc, c'était le 21 novembre. Réservez vos places. Voilà. Merci en tout cas. Bravo. Merci.